Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, il n'y a pas qu'à Sciences Po en France que les étudiants se mobilisent pour la Palestine et Gaza. Les occupations d'universités se multiplient aussi aux États-Unis avec une beaucoup plus grande ampleur en lien avec la situation au Moyen-Orient. Les étudiants condamnent la politique à leurs yeux trop pro-israélienne de l'administration Biden et réclament un cessez-le-feu immédiat. Ils exigent aussi que leurs universités coupent tout lien avec des universités israéliennes ou des financeurs liés à Israël. Les directions de plusieurs universités ont envoyé la police pour déloger ces contestataires. On s'interroge alors sur l'impact qu'auront ces mouvements sur l'élection de novembre, l'élection présidentielle américaine. Beaucoup de commentateurs comparent par ailleurs ce mouvement étudiant avec les événements de 68 aux États-Unis, à l'époque en lien avec la contestation contre une autre guerre, celle du Vietnam. Alors est-ce que cette comparaison fait raison, Laurence ? Et puis, nous avons aussi en France un récit national très détaillé sur mai 68, à Paris, sur les événements boulevard Saint-Germain. On sait qu'il y avait un mouvement similaire côté américain à l'époque, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît ? Il y a aussi eu un mouvement étudiant très important aux États-Unis en 1968 et puis plus largement pendant toutes les années 60. Il présente des similarités, mais aussi des différences avec ce qui se passait à Paris en mai 68. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que cette contestation étudiante aux États-Unis, elle naît dans le grand mouvement de contre-culture des années 60, un mouvement qui va être galvanisé ensuite par la contestation de la guerre du Vietnam. Alors pour commencer, je vous propose de nous exposer ce qu'est ce mouvement de contre-culture aux États-Unis. C'est un mouvement qui est double et qui naît à partir des années 50. Il y a d'abord la génération d'après-guerre, le mouvement culturel des beatniks. Jack Kerouac sort sur la route en 1957. On a aussi Allen Ginsberg, le poète. C'est un mouvement culturel qui remet en cause le système et le grand conformisme social des années 50. À l'époque, on dit beaucoup « penser, c'est dire non », cet aphorisme du philosophe Alain. Le second mouvement qui est parallèle, c'est bien évidemment le mouvement des droits civiques pour l'établissement des droits des Africains-Américains aux États-Unis. Martin Luther King commence à être actif à cette époque. Le boycott des bus de Montgomery avec cette femme, Rosa Parks, qui refuse de laisser sa place, c'est en 1955. Alors comment ces mouvements qui trouvent racine dans les années 50 se concrétisent dans les années 60 ? Eh bien, dans un premier temps, on voit le mouvement des droits civiques pour les Africains-Américains qui se poursuit et qui inspire des mouvements pour les autres minorités, les Latinos avec le mouvement Chicano, les Amérindiens, les Asiatiques, etc. aux États-Unis. Et puis, il y a aussi la remise en question des rôles traditionnels entre hommes et femmes avec les mouvements féministes. C'est le féminisme de la deuxième vague dans les années 60, extrêmement important. Et puis aussi les mouvements de libération des homosexuels. Ça, c'est pour le côté politique, mais la contre-culture s'exprime aussi dans d'autres domaines. Il y a d'abord le grand mouvement de libération sexuelle. C'est l'époque, dans les années 60, où les théories du psychanalyste autrichien Wilhelm Reich sont très à la mode. Cette idée que le refoulement sexuel n'est finalement pas nécessaire à l'ordre social, contrairement à ce que disait Freud. Et puis, la contre-culture, elle s'exprime aussi dans l'art, c'est le mouvement psychédélique, c'est l'époque où les expériences de Timothy Leary sur le LSD sont très à la mode. Ça donne des fresques murales que vous avez peut-être à l'esprit, ça donne la musique, Jimi Hendrix, les Doors, les Grateful Dead, Pink Floyd, une musique un peu planante. Et après arrive le mouvement hippie. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux écoles ? La contre-culture et le mouvement hippie, finalement, c'est un peu la même chose. Disons que les hippies sont les jeunes qui mettent en pratique les enseignements de la contre-culture. L'appellation se répand à partir de 1962-1963. Leurs objectifs, c'est également le rejet du conformisme social, la vie en communauté, l'organisation de grandes fêtes. Ce mouvement hippie culmine avec le Summer of Love en mai 1967. On voit 100 000 personnes entre 16 et 25 ans, donc vraiment très jeunes, converger sur le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. D'accord, mais quel est le lien avec les contestations étudiantes qui vont venir dans ces années-là ? Tout cela se produit en même temps. La contestation étudiante commence bien avant 1968 aux États-Unis. À Berkeley, elle commence dès l'année 1964-65 autour de 3 causes.
Les droits civiques, la guerre du Vietnam déjà, et puis ce qu'on appelle le Free Speech Movement, un mouvement qui réclame la liberté pour les étudiants de mener des activités politiques sur le campus, ce qui était interdit jusqu'alors. En décembre 1964, ce sont 800 étudiants qui sont arrêtés après un sit-in sur le campus de Berkeley. C'est pour ça, je le redis au passage, qu'on ne parle pas de mai 68 aux États-Unis, puisque le mouvement étudiant a commencé bien avant. Alors vous parlez de la politisation, de la volonté de politisation des étudiants américains. C'est au même moment que se crée le SDS, le Student for a Democratic Society. Oui, c'est un groupe qui vise à structurer cette contestation étudiante. Ce sont des militants de gauche et ils seront actifs sur les campus de 1962 à 1969. Ce qui est important, c'est que le SDS théorise des méthodes qui ont toujours une grande influence sur les mouvements étudiants aujourd'hui. On parle de démocratie participative, on parle d'action directe. Tout ceci fonctionne avec des budgets minuscules, il n'y a pas de hiérarchie, c'est vraiment ce qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Alors vous dites qu'il n'y a pas de mai 68 américain, mais pourtant 68 est une année charnière pour cette contestation. Oui, parce que cette contestation se déplace de l'autre côté du pays, donc à l'Est. En 1968, on voit les étudiants faire parler d'eux. Les premiers événements de l'année, à partir de février, sont liés aux questions raciales. Ce mois-là, on voit des manifestations à Orangeburg, c'est en Caroline du Sud, contre la ségrégation. Ces manifestations font 3 morts parmi les étudiants tués par la police. Et il y a une autre mort aussi qui va embraser la situation, c'est l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril de cette même année. Oui, et au mois d'avril, on verra des émeutes absolument partout aux États-Unis suite à cet assassinat qui vont faire une 40aine de morts dans tout le pays, 11 à Chicago par exemple au mois d'avril. Par la suite, un peu comme à Berkeley en 1964, on va voir la question du Vietnam s'inviter dans ce mouvement étudiant. Il faut dire qu'à l'époque, la possibilité d'être appelé sous les drapeaux pour partir au Vietnam n'est pas nulle. Il y a le draft, la conscription, et on voit les étudiants brûler leurs papiers de conscription, un petit peu comme dans le film Hair. Au printemps 1968, d'ailleurs, les étudiants de Columbia, déjà eux, dénoncent à la fois les liens de leur université avec les entreprises du secteur de l'armement, et donc avec la guerre du Vietnam, et puis, de l'autre côté, ils dénoncent aussi un projet de stade de sport qui devait être construit à Harlem et qui allait déplacer beaucoup d'habitants issus des minorités habitant dans ce quartier. Aujourd'hui, d'ailleurs, à Columbia, les étudiants manifestent pour un cessez-le-feu à Gaza, vous l'avez rappelé, mais ils manifestent aussi contre l'extension immobilière de Columbia à New York qui se poursuit depuis tout ce temps-là. Enfin, revenons à 68. Fin avril, les étudiants occupent 5 bâtiments universitaires, donc de l'université Columbia. Ils occupent le bureau du président et ils retiennent en otage le doyen pendant 26 heures. Et est-ce que cela aboutit à quelque chose ? Le président de l'université Columbia a fini par envoyer la police, un petit peu comme dans d'autres universités à cette époque-là et comme aujourd'hui. Pour conclure sur le mouvement étudiant, en 1969, le SDS dont nous parlions tout à l'heure s'est dissous et c'est sa branche activiste, le Weather Underground, qu'on appelle aussi les Weathermen, qui a pris le relais. Il est resté actif jusqu'en 1979 et ce mouvement, rompant avec le pacifisme relatif du SDS, a réalisé de nombreux attentats contre des bâtiments fédéraux, des banques, etc. Le Weather Underground n'a pas fait de victimes, mais a quand même été considéré comme du terrorisme domestique. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de violence en 68 ? Oui, il y en a eu beaucoup. C'est une année vraiment très agitée. On a déjà parlé des émeutes qui ont suivi l'assassinat de Martin Luther King, mais il faut parler de la Convention démocrate de Chicago qui s'est tenue du 26 au 29 août, donc 1968. Robert Kennedy, le frère de John Kennedy, était candidat aux primaires cette année-là, sur un programme anti-guerre du Vietnam. Or, il a été assassiné le 5 juin, et donc les primaires qui allaient se tenir à Chicago étaient à nouveau très ouvertes entre les différents candidats. C'est le candidat Hubert Humphrey qui va être désigné de manière assez peu régulière par les apparatchiks du Parti démocrate. Il est sur un programme dans la continuité de Johnson, relativement favorable à la guerre du Vietnam, et de toute manière, il va perdre devant Nixon, le républicain. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la convention, donc à Chicago en août, a donné lieu à d'immenses manifestations contre la guerre du Vietnam, des émeutes et une violence policière encouragée par le maire de la ville, Richard Daley. Ces émeutes
étaient retransmises en direct à la télévision parce que les émissions étaient prévues pour couvrir la convention et donc on donnait une image totalement désastreuse du pays. Il y a eu 800 blessés quand même à Chicago, un seul mort, ce qui était presque miraculeux. Et ces événements vont avoir des conséquences sur l'organisation politique du pays. Absolument, parce que à la suite de la Convention de Chicago, les partis vont mettre en place petit à petit, d'abord les démocrates et puis ensuite les républicains, un processus de primaire beaucoup plus carré pour désigner le candidat. À partir des années 70, on va recourir au vote des électeurs dans les États, donc le système de primaire qu'on connaît aujourd'hui, qui est beaucoup plus démocratique, certes, mais qui pousse les partis à la radicalisation, parce qu'en fait, ce sont les militants les plus motivés qui vont voter dans les primaires. C'est un petit peu pour ça qu'on voit des candidats de plus en plus à gauche côté démocrate et de plus en plus à droite côté républicain. Et ironie de l'histoire, la convention du Parti démocrate sera aussi organisée à Chicago cet été, entre les 19 et 22 août. Donc vous avez parlé des conséquences organisationnelles au niveau des primaires sur les partis démocrates et républicains, mais est-ce que ces mouvements contestataires de contre-culture ont eu une influence politique plus générale après 1968 ? Eh bien, en termes de philosophie politique, on voit aujourd'hui que l'influence des années 60 est au moins double, voire triple. D'abord, les progressistes démocrates regardent ces années 60 comme un véritable âge d'or des libérations et de la positivité en politique. Ils s'en inspirent encore de manière tout à fait explicite. Mais deuxièmement, on voit aussi dans ces mouvements de libération l'origine d'un courant libertarien, parce que les contestataires des années 60 réclamaient leur liberté par rapport, entre autres, au gouvernement fédéral. Mouvement libertarien après qui se retrouve plutôt à la droite de la politique américaine. Et puis enfin, une troisième influence qui cette fois-ci est en réaction. 1968 a préparé le retour des conservatismes dans les années 70 et 80, puisqu'il y a eu dans la majorité silencieuse qui a voté pour Nixon, l'envie d'un retour à quelque chose de beaucoup plus conservateur. Mais est-ce que vous diriez que les étudiants qui contestent actuellement sur les campus américains sont les héritiers de ces étudiants des années 60 ? C'est une question très intéressante. Il y a des ressemblances et des différences, je l'ai dit tout à l'heure. Pour conclure, on peut dire que ce qui ressemble à 1968 aujourd'hui, c'est la conviction sincère chez beaucoup d'étudiants et peut-être aussi un effet d'entraînement chez les autres. Et puis la possibilité d'un impact négatif pour le camp démocrate dans l'élection présidentielle de novembre prochain. Ça, c'était pour les ressemblances. Les différences que je vois entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé dans les années 60, c'est d'une part qu'il y a moins d'enjeux pour les étudiants aujourd'hui, puisque en 1968, les étudiants, les garçons en tout cas, couraient le risque d'être requis pour la conscription et de partir au Vietnam sans discuter. Et puis, l'autre différence, on terminera là-dessus, c'est qu'il y a aujourd'hui un élément de menace pour certains étudiants juifs sur les campus, et ça pose vraiment question. Et pour finir cet épisode, Laurence, un mot sur un film de 1971 qui résonne avec votre épisode de ce jour. Ce film est diffusé pour la première fois dans les salles françaises, c'est Bushman de David Chikele. Entre fiction et documentaire, Bushman, c'est l'histoire de Gabriel, un jeune Nigérian dans l'Amérique contestataire à la fin des années 60, une Amérique en pleine opposition à la guerre du Vietnam, mais c'est aussi celle de Paul Eyamdi Okpokam, l'acteur qui joue Gabriel à l'époque et qui sera arrêté en pleine manifestation étudiante avant d'être accusé à tort de terrorisme. Un film sur la contestation et sur le racisme déjà très fort à l'époque, ainsi que sur les violences policières. Merci Laurence et à très vite pour un nouvel épisode de New Deal. Merci Christophe, à bientôt. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.